Bonsoir à tous et merci de vous être inscrits et connectés nombreux à ce quatrième webinaire organisé par Ania Formation et le cabinet Loi et Stratégie sur ce passionnant sujet des relations commerciales en mouvance perpétuelle. Pour commencer, quelques propos introductifs et je vais laisser la parole à Miloud Benaouda, qui est le président de la commission industrie-commerce de l'ANIA, pour cette rapide introduction et un peu vous poser le sujet. Miloud, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend, tout va bien? Le son, c'est bon? Parfait. Ok, juste petite introduction sur cette session de préparation négociation commerciale. Alors donc oui, je suis président de la commission industrie commerce à l'ANIA, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais en parallèle bien sûr, j'ai aussi une autre vie donc je suis président pour l'Europe de l'Ouest pour la société Barilla. On est effectivement assez nombreux, hein. On est plus de 150 personnes qui sont connectées ce soir, avec un échantillon une fois de plus assez large. On a des PME, des ETI et des grands groupes, on a des syndicats métiers, on a des ARIA, pour ce qui est effectivement notre quatrième webinaire sur cette fameuse loi Egalim 2 et les négociations commerciales. J'ai envie de dire que le nombre montre, l'enjeu et l'impact majeur qu'on a de ce cadre législatif sur nos négociations commerciales, mais je crois aussi malheureusement sur un certain nombre d'incertitudes qui planent sur les entreprises, notamment liées au contexte inflationniste qu'on est en train de traverser. Nous, à l'ANIA, en tout cas, on s'est mis dans notre feuille de route et pour mission de vous accompagner et d'accompagner les entreprises au mieux pour appréhender la loi Egalim 2, dont on le sait bien, hein, certaines dispositions sont encore complexes. Alors on le fait de deux manières. Il y a beaucoup de documents qui circulent tout au long de l'année et qui sont diffusés notamment par Marie, mais il y a également l'Institut de formation ANIA Formation. On vit effectivement une période assez exceptionnelle de tout point de vue, et là je voudrais juste quand même faire une petite parenthèse sur ce que l'ANIA a réalisé de plutôt très concret, et en tout cas de ma perspective ou de celle de mon entreprise, je pense très positif, et j'espère que c'est partagé par nombreux, même si bien sûr il y a toujours des sujets qui restent en suspens, mais on s'est quand même effectivement très largement mobilisé dès le lendemain de la crise ukrainienne, qui a été un petit peu le détonateur de tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, et on a demandé un certain nombre de choses au plus haut niveau. La première chose qu'on a demandé, ça a été la mise en place du comité de suivi des négociations, avec l'appel de la part du ministre de manière publique à réouvrir les négociations commerciales 2022 qu'on venait juste de clôturer. Et je crois sincèrement que si on n'avait pas eu cette pression de la part des pouvoirs publics sur nos clients, il n'est pas certain que nos négociations auraient pu être réouvertes et qu'on aurait pu faire cette vague 2 de négociations, ce qui nous fait aussi penser qu'on a des pouvoirs publics qui sont quand même globalement à l'écoute de nos problématiques. On a, dans ce cadre-là, pour justement un peu cadrer cette renégociation ou cette vague de négociation, participer effectivement à la signature d'une charte. Alors, une fois de plus, une charte, elle n'est jamais parfaite, mais elle fixe un cadre et un certain nombre de règles de jeu de renégociation commerciale qui, je le pense aussi et j'espère, ont été en tout cas en majeure partie plutôt utiles dans les renégociations qu'on a pu faire. On a eu aussi un certain nombre de sujets, bien sûr, liés à des approvisionnements en matière première. Là aussi, on s'est beaucoup mobilisé sur le sujet des étiquettes, notamment avec la partie matière grasse et l'huile de tournesol, les problématiques qu'on avait. On a plutôt aussi essayé de faire pas mal de bruit sur le sujet des pénalités qui nous est tous extrêmement pénible. Donc, on a eu une prise de parole du gouvernement pour un appel à un moratoire des pénalités liées au contexte dans lequel on était. Malheureusement, ça n'a pas été encadré par écrit et on a pas mal bousculé les autorités là-dessus pour essayer de l'obtenir. On n'a pas réussi à l'obtenir. Maintenant, on a maintenu la pression et j'en prends une fois de plus pour preuve les récents contrôles et les actions de la GCRF, puisque je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais depuis cette semaine, donc il y a 4 enseignes qui ont été assignées pour des pénalités jugées abusives, même si on sera bien sûr nombreux à penser que toutes les pénalités, elles sont de toutes les façons abusives par définition. L'autre chantier sur lequel on est avec l'ANIA très mobilisé, et là plutôt, j'ai envie de dire de la part du président et du DG, c'est sur l'espace public et reprendre la parole. Donc je pense que là aussi, il y a une prise de parole de l'ANIA et notamment via Jean-Philippe André qui est plutôt assez significative. L'idée était bien entendu, une fois plus, de rétablir cette part de voix, j'ai envie de dire, qui était essentiellement dominée par nos chers clients et d'avoir, j'ai envie de dire,
quelqu'un qui puisse contredire. Et je pense qu'on l'a plutôt pas trop mal fait. Et bien sûr, ce travail-là, il continue là, d'autant plus qu'on va rentrer dans cette période et avec des négociations 2023 qui vont être encore très particulières. Alors, à plus d'un titre, parce que je pense qu'on va rester dans la continuité des inflations qu'on a connues de 2022, que ce soit sur des matières premières agricoles, le coût du transport, des emballages, mais bien entendu, il y a cette espèce de grosse claque qu'on prend et ce qu'on va appeler le choc énergétique, qui bien sûr impacte de manière extrêmement significative l'ensemble de nos entreprises. Et là également, il va falloir faire entendre notre voix pour que cette situation-là soit prise en compte dans nos négociations commerciales. La logistique mondiale reste désorganisée. On est tous plus ou moins en mode dégradé. Là, pareil, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres de Nielsen, oui, qui faisaient état du fait d'un taux de service en magasin qui est le plus bas depuis à peu près 15 ans. Donc, on est à 93% de mémoire de taux de service. Donc, ça, a priori, on est quand même parti pour que ça perdure sur 2023. Et on a bien sûr face à nous nos clients qui sont toujours dans leur guerre de part de marché, une guerre de part de marché qui malheureusement ils ne font que toujours et encore par la guerre de prix et qui continuent d'essayer d'acheter au prix le plus bas ou de retarder nos inflations ou de les réduire leur impact et qui en parallèle aussi ont souvent des demandes d'exigence de transparence et de justification de coûts qui parfois sont très largement exagérées. Donc on ne va pas voilà, sans vouloir faire passer de messages alarmistes ou autres, mais c'est juste de prendre en compte une situation telle qu'elle est. La situation, elle est tendue. Je pense qu'on est nombreux à n'avoir jamais connu ça dans notre univers de l'agroalimentaire et des négociations commerciales. C'est une situation assez inédite. Et une fois de plus, l'objectif pour nous, avec le webinaire d'aujourd'hui, c'est de dire que d'autant plus dans des contextes comme ceux-là, charge à nous d'aider nos entreprises à mieux se préparer à ces négociations commerciales. Alors, on a une loi Egalim 2 qui est là. On le sait, le texte, il est encore très complexe, notamment, et bien sûr, j'ai une pensée pour les TPE et les PME, mais le texte, il est là et on n'aura pas le choix que de faire avec, donc il va falloir qu'on s'en saisisse. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est aussi de se dire que, il y a bien sûr bien le maîtriser, mais il y a aussi dans cette loi pas mal d'opportunités. Je sais que dans sa complexité, on a plutôt eu tendance parfois à se concentrer trop sur ces éléments complexes. Mais l'objectif aussi, c'est de partager avec vous des éléments qui pourraient être des opportunités dans les négociations et discussions avec nos clients. Soyez convaincus qu'on reste mobilisés. Donc, on est assez convaincus que notre maillon j'ai envie de dire, de transformateur, il ne doit pas être la variable d'ajustement. Parce qu'aujourd'hui, on est vachement pris en atteau par, j'ai envie de dire, notre amont, qui nous impose un certain nombre de choses. Et puis, nos clients, on n'arrive pas effectivement à transférer ce que l'amont nous impose aujourd'hui dans le contexte d'inflation qui est le nôtre. Donc, on restera vigilant, on continue d'alerter les pouvoirs publics et notamment à s'assurer que l'esprit de la loi il est respecté. On va travailler à faire en sorte que l'ensemble de nos besoins soient pris en compte dans les négociations commerciales. On le sait bien, il y a eu la partie MPA qui a été globalement sanctuarisée sur les négociations 2022. Mais bien sûr, il y a un trou dans la raquette là, en tout cas sur la négo 2023, avec ce qu'on va vivre, notamment sur la partie énergie. Mais voilà, on va se bagarrer pour faire en sorte qu'une fois de plus, ce soit pris en compte. Ce qu'on vous demande, une fois de plus, on sait que parfois on est un petit peu pénible à vous demander beaucoup d'informations avec beaucoup de questionnaires, mais malheureusement, ça nous est essentiel parce qu'il faut qu'on factualise les remontées qu'on fait au pouvoir public. Et je vous assure que parfois, on les sent des fois un peu éloignés de nos réalités. Donc, une fois plus on a de réponses à un questionnaire, plus on a de remontées d'informations, et plus notre voix, elle est crédible, elle est factuelle et elle est vachement plus puissante, notamment quand on fait le suivi de nos négociations avec les questionnaires sur le suivi des négos. Donc voilà, on sait qu'on est un peu pénible sur le sujet, mais je vous assure que c'est extrêmement utile, extrêmement important et là-dessus, on a vraiment besoin de vous. Avec pour rappel, une fois de plus, les données, elles sont bien entendu agrégées, anonymisées. Personne n'y a accès. Donc, si quelqu'un avait encore un quelconque doute là-dessus, je dois le rassurer. Ces informations ne sont pas diffusées. Elles sont agrégées et anonymisées au niveau de l'ANIA et au niveau de Marais. Donc voilà pour l'élément introductif. J'en profite pour remercier Nicolas Gentil et Philippe Duvaucel qui sont donc avec nous, donc qui sont les formateurs d'ANIA Formation pour le décryptage de ce soir. Donc, je vous encourage également, il y a un certain nombre de sessions de formation dans ANIA Formation.
plutôt que parfois aller les chercher ailleurs. C'est bien aussi de les chercher dans notre fédération. Il y a des modules extrêmement intéressants sur plein de sujets très concrets, parce qu'une fois de plus, on est dans ce quotidien-là de la vie de nos entreprises. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Marie Buisson, qui a aussi fait un travail remarquable là pour nous aider, nous soutenir au quotidien avec toutes ces complexités auxquelles on est confronté. Voilà, j'en ai fini du mot introductif. Merci une fois de plus d'être aussi nombreux, aussi présents. Et une fois de plus, on va encore avoir besoin de vous dans ce qui va nous arriver. Et puis, vous pouvez compter sur l'ANIA pour porter nos complexités, nos difficultés auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte qu'un certain nombre de choses évoluent, changent. Voilà, on a le sentiment d'y arriver à petits pas. Il y a certes encore beaucoup de choses à faire, mais vous pouvez compter sur notre mobilisation. Merci à tous. Merci beaucoup, Miloud, pour ces propos introductifs que je rejoins en tout point. En effet, comme tu l'as dit, le gouvernement suit de très près ce qui se passe au niveau des relations commerciales, de la filière alimentaire, avec son objectif de retrouver une souveraineté alimentaire. En témoigne notamment le 30e comité de suivi qui se déroulera jeudi prochain, qui est quand même présidé par 3 ministres chaque semaine. Mais il faut vraiment maintenir la pression. La route est encore longue et les négociations 2023 seront ultra complexes. Elles seront délicates parce qu'on est dans une période où chaque maillon de la chaîne est confronté aux mêmes difficultés. Et donc, l'objectif du webinaire de ce soir, c'est de vraiment vous donner les opportunités dont il faut saisir de cette loi Egalim 2 et aussi l'importance de bien préparer sa politique commerciale, son discours commercial, parce que voilà, on sait que si les relations commerciales sont très encadrées par la loi, le cœur du métier reste le commerce et donc on a vraiment souhaité à travers ce webinaire faire un webinaire le plus opérationnel possible. Donc le webinaire va se dérouler sous forme de questions-réponses. On a eu énormément de questions qui ont été posées par l'ensemble des inscrits. Donc voilà, on a pris les questions les plus récurrentes et qui nous semblaient les plus importantes à aborder lors de ce webinaire d'aujourd'hui. Et encore une fois, évidemment, on se tient à votre disposition avec Nicolas et Philippe. Et encore une fois, comme l'a fait Miloud, je ne peux que vous encourager à vous inscrire aux formations, à l'information, parce qu'évidemment, en 1h30, on n'aura pas le temps de vraiment rentrer dans le détail. Mais voilà, on a essayé vraiment de balayer les champs les plus larges possibles des problématiques actuelles. Et je vous propose tout de suite de commencer donc, par le thème numéro 1. Et avant, je me permets de faire en effet un rappel des droits du droit de la concurrence. En effet, on vous invite à ne pas prendre la parole durant ce webinaire ni à poser de questions dans le chat pour des problématiques de règles du droit de la concurrence auxquelles on est très attaché, parce qu'il y a énormément de concurrents dans cette salle virtuelle. Donc voilà, on procède de manière interactive, mais pas trop, et on vous demande d'être vraiment vigilant sur ce point-là et ne pas échanger d'informations sensibles. Alors peut-être juste un petit rappel, comme l'a expliqué Marie, on a décidé de faire ce webinaire sous une forme qui est vraiment différente des précédentes. Les précédentes, on faisait finalement une vision globale et peut-être que la réglementation, quand elle s'est présentée à nous, elle nécessitait de faire cette vision globale. Là, vraiment, on a décidé de répondre strictement aux questions qui étaient posées. Donc, on ne va pas voir tous les sujets. De toute façon, tous les sujets, quand on fait une formation avec Philippe, c'est notre formation sur la négo, elle dure 2 jours. Voilà, et après, on a des thèmes spécifiques qui durent une journée ou une demi-journée. Voilà, c'est extrêmement long. Donc, vraiment, on a pris vos questions et voilà, on s'est juste permis de modifier quelquefois une coquille ou un mot qui manquait, mais on a vraiment voulu avoir les questions authentiques telles qu'elles nous ont été posées. Quelquefois, elles sont très précises, quelquefois, elles sont plus générales. Voilà, mais c'était vraiment l'objectif d'aller directement à vos besoins et on espère avoir, grâce à ça, couvert les 20-80 des sujets rencontrés. Alors, juste pour vous rappeler quand même qu'aujourd'hui, on va parler en partie, mais pas seulement du cadre légal. Et le cadre légal, on vous invite parce que, comme le disait Miloud, on peut y voir toutes les contraintes et on pourrait passer 1h30 à se plaindre d'une forme de complexité. Maintenant, ça servirait à pas grand-chose puisque là, on n'est pas en train de se demander comment on pourrait modifier la loi, mais comment on va l'appliquer. Voilà. Et donc, ce cadre légal, il faut vraiment le maîtriser. C'est quelquefois un sujet pour lequel vous n'avez pas été forcément formé au départ, mais qu'il faut quand même maîtriser comme quelqu'un qui prend une voiture maîtrise le code de la route. Voilà. Et se rappeler que ce cadre légal, en fait, il repose sur 3
piliers, un premier pilier qui est l'offre, les conditions générales de vente, avec une réglementation très précise, encore plus précise maintenant avec Egalim 2 à travers les produits protégés. Le deuxième axe qui est l'obligation d'avoir un contrat, que ça soit en marque nationale, en MDD, et j'en profite pour dire que il n'y a pas eu de questions spécifiques sur la MDD. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les négociations marque nationale, on est en plein dans les CGV marque nationale, et donc, du coup, peut-être que ça mobilise un peu l'énergie, et qu'en matière de MDD, voilà, on avait du temps, si on avait des contrats en cours au 1er janvier 2022, on avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour les mettre en conformité, mais ça y est, les enseignes ont commencé à sortir, donc les questions MDD, d'ici la fin de l'année, il va y en avoir beaucoup. Et d'ailleurs, on a plusieurs formations sur MDD qui se remplissent très rapidement. Ça montre que c'est aussi un sujet. Et puis le dernier, qui est presque le plus important parce que c'est ça que vise l'administration, et indirectement le législateur, c'est de pouvoir contrôler les abus dans la négo. Hein, c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'il y a du formalisme. Il n'y a pas du formalisme pour du formalisme, mais il y a du formalisme pour contrôler les abus. Voilà, et c'est un peu ça qu'on va évoquer, mais du coup, sans plus attendre, on attaque directement avec vos questions. Marie? Alors oui, donc le premier thème, c'est sur les produits protégés. Donc les produits protégés qui sont donc les produits qui ont été visés spécifiquement et qui font l'objet de dispositions spécifiques par la loi Egalim 2, avec notamment, on sait que donc c'est la liste des produits qui sont considérés comme protégés sont fixés par la loi et notamment par décret. Et la première question est donc de savoir si la liste des produits protégés a-t-elle vocation à être modifiée. Alors, elle vient d'être modifiée. On imagine bien qu'elle ne le sera pas à nouveau parce que ça y est, les négociations, il faut être lancé. À un moment, il faut savoir si on est ou pas dans les produits protégés. Donc, elle vient d'être modifiée. Et je vous rappelle juste que pour pouvoir utiliser facilement cette liste, il faut connaître la nomenclature douanière de ces produits. À partir du moment où on connaît la nomenclature douanière, à part quelques produits voilà, qui n'ont pas de référence douanière précise, à partir du moment où on connaît la nomenclature douanière de ces produits, on est capable de déterminer si on est dans la liste des produits protégés ou pas. Si on n'est pas dans la liste des produits protégés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est le choix de l'option, la clause de révision automatique, l'interdiction de la discrimination, bah, tout ça, on ne l'applique pas. Mais on applique quand même une partie d'Egalim 2, la clause de renégociation, les pénalités, voilà, qui vont être des éléments que l'on va appliquer. Il est tout à fait possible que l'année prochaine, suite aux discussions que pourraient avoir certaines organisations professionnelles, certains syndicats métiers sur leurs propres produits, visent à réduire cette liste ou à l'augmenter, et ça, on verra bien. Ok, merci Nicolas. Et donc, au niveau des obligations de transparence, lorsqu'on a un produit qui est composé et que l'on incorpore à ce produit composé des matières premières agricoles pour obtenir un produit fini, est-ce qu'on doit décomposer ce produit au titre de la transparence pour envoi à nos clients? Bah, en fait, non, parce que ce qu'on va décomposer, c'est ce qu'on intègre nous. Donc, effectivement, quand on regarde le texte, on nous dit bien que c'est le pourcentage, quand on prend l'option 1 ou 2, c'est le pourcentage de matières premières agricoles ou du produit composé de plus de 50% de matières premières agricoles dont on doit indiquer le pourcentage en valeur ou en volume dans le tarif. Donc, si on comprend bien la loi, bah, si on intègre un produit composé qui n'est pas lui-même une matière première agricole, et ben à ce moment-là, on mettra le poids de ce produit composé dans la valeur et dans le volume du tarif. Et si mon produit a plus de 75% d'eau en termes d'ingrédients, est-ce que la loi Egalim 2 et ses indicateurs concernent du coup ce produit ou concernent cet industriel, sachant que l'eau n'est pas une matière première agricole? Oui, c'est un des rares produits alimentaires qu'on consomme sans que ça soit une matière première agricole. Là, la question, elle est vraiment intéressante parce qu'elle tient compte de cette erreur, je dirais, presque ce péché originel du texte. C'est-à-dire qu'au tout début, on a dit qu'on allait protéger des produits qui avaient une certaine quantité de matières premières agricoles. Et on a tous retenu ça, c'était 25%, hein, les produits qui ont plus de 25% de matières premières agricoles. C'est fini. Le texte aujourd'hui dit que c'est les produits qui sont composés d'une matière première agricole. Donc, alors,
je ne vais pas prendre l'exemple des boissons parce que les boissons, c'est encore particulier parce que comme on l'a évoqué juste avant, c'est intégré dans le décret d'exemption. Mais si je fais une sauce tomate, alors sûrement pas celle de Miloud, mais avec 75% d'eau, bah, en fait, même si je mets ensuite un peu de concentré de tomate, même si on a 1%, 2%, il y a une matière première agricole. Alors, on va regarder est-ce que le concentré de tomate est une matière première agricole. Si ce n'est pas une matière première agricole, est-ce que c'est un produit composé de plus de 50% de matière première agricole? Oui. Donc, il suffit qu'il y en ait même en quantité infime pour que le produit soit concerné. Un exemple qui est assez parlant, vous faites une boîte de thon. Il se trouve que le poisson n'est pas une matière première agricole, en tout cas c'est l'interprétation de l'administration. Vous faites une boîte de thon au naturel, rien n'est rajouté. À ce moment-là, il n'y a pas de matière première agricole. La même boîte de thon, 2 gouttes d'huile, il y a de la matière première agricole, le produit devient un produit protégé. Voilà. Donc, ce n'est pas la quantité de matière première agricole, c'est est-ce qu'il y a une matière première agricole? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un produit composé de plus de 50% de matière première agricole? Et c'est ça la réflexion qu'on doit avoir. Et du coup, si on prend un exemple très précis, mais cette question est revenue plusieurs fois, est-ce que la bière fait partie d'Egalim 2 et donc concernée par les nouvelles dispositions de la loi Egalim 2? Ben voilà, dans le raisonnement, hein, on va déjà voir si effectivement le produit concerné est un produit exclu ou pas par le règlement d'exemption. Alors, par le décret d'exemption. Alors, il est particulièrement difficile à lire parce que, en ce qui concerne ce qu'on appelle les liquides alcooliques, hein, c'est comme ça que la nomenclature douanière les vise. En fait, on dit que les liquides alcooliques ne sont pas concernés. Donc, on pourrait dire, bah, du coup, la bière est un liquide alcoolique, donc n'est pas concernée. Et il y a une exception à cette exception. Et la bière de Malte, c'est-à-dire les bières et les bières sans alcool, en revanche, sont réintroduits dans la réglementation. Donc, c'est vraiment, quand on regarde ce décret d'exemption, je pense à tous ceux qui n'étaient pas Egalim 2 l'année dernière et qui le sont cette année, ça demande de passer un peu de temps sur ce règlement d'exemption. Et bien évidemment, après, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos syndicats métiers ou de l'ANIA pour obtenir des informations complémentaires. Mais oui, la bière fait partie d'Egalim 2. Oh, Hop, pardon, c'est moi qui dois passer la page. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Deuxième sujet concernant les options de transparence, donc pour les produits qui sont concernés par la loi Egalim 2, donc les produits protégés, il y a une nouvelle obligation de transparence qui se traduit à travers les CGV, donc pour les marques nationales. Et les entreprises ont donc le choix entre 3 options, à leur choix uniquement, et le distributeur ne peut en aucun cas intervenir sur le choix de cette option. Et donc, une question, quelles recommandations feriez-vous sur le choix de cette option, sachant qu'il y a une option qui est décrite comme moins transparente que les autres? Oui, alors, je vais commencer à répondre et Nicolas prendra la suite, mais je pense qu'on évite de faire des recommandations sur les choix de l'option. Le choix de l'option appartient vraiment aux entreprises et on va dire c'est lié à la stratégie de négociation. Finalement, comme l'a dit Marie, quand vous optez pour l'option 3, c'est celle qui, a priori, donne le moins de transparence, en tout cas qui, du point de vue du distributeur, fait que le distributeur a le moins d'informations possible sur une partie de la composition de vos tarifs, notamment sur la partie liée à la matière première agricole. Donc la question, c'est quand vous allez voir un de vos clients distributeurs en optant volontairement pour cette option 3, comment allez-vous présenter et légitimer votre option 3 en répondant finalement à la demande du distributeur qui est celle d'avoir une certaine relation de confiance, même si la confiance avec les distributeurs, c'est toujours quelque chose qui s'exerce de manière plus ou moins difficile. Mais ceux qui ont tenté l'expérience l'année dernière, et il y en a quelques-uns, se sont rendus compte que c'était souvent compliqué de pouvoir maintenir une option 3 sans amener un certain nombre de justifications sur la part de la matière première agricole. Sachant que dans cette option 3, par exemple, en fait, quelque part, on condamne le distributeur à exercer sa faculté de négociation un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire que le distributeur ne saura à la fin que lorsque le contrat signé à l'issue des négociations sera validé par le tiers indépendant, si oui ou non le contrat est valable, si on veut bien regarder cette partie théorique. Donc, ce qui a
tendance à tendre un petit peu les relations. Cela dit, c'est une option qui est tout à fait défendable. Encore faut-il qu'il y ait une vraie cohérence et une vraie capacité à expliquer cette option. Suivant aussi le business model des industriels, hein, si vous êtes un industriel qui fait beaucoup de MDD, par exemple, bon, entre ce que vous allez partager en termes de transparence en tant que fabricant de marques de distribution et ce que vous ne souhaitez pas partager sur vos marques nationales, la question de la légitimité peut aussi se poser. Donc, voilà. On va dire que les options les plus transparentes sont celles qui finalement peuvent donner plus facilement une discussion autour de la légitimité, de la crédibilité et de la manière dont vous construisez vos tarifs. Celles qui sont les moins transparentes, celle qui est la moins transparente va obliger les entreprises sous la pression des distributeurs à trouver des arguments pertinents, intéressants pour pouvoir légitimer cette option. Voilà. Ouais. Nicolas, C'est un sujet qu'on aime bien avec Philippe parce que finalement, on voit qu'on peut dire énormément de choses sur ce sujet du choix de l'option. Déjà, moi, je trouve qu'il ne faut pas, comme l'a rappelé Marie, hein, le distributeur ne doit pas interférer sur ce choix de l'option. D'abord parce qu'il est global pour tous les clients, concerner tous les clients de la catégorie. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir honte du choix de l'option. Elles sont très différentes. D'un côté, finalement, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une forme de transparence vis-à-vis du distributeur, mais on va dire une transparence faible. Une fois que j'ai dit au distributeur que si je choisis l'option 2, globalement, mes matières premières agricoles pèsent dans 28% de mon tarif, bon, OK. Et alors, enfin, franchement, ça donne quoi en termes de négo? Ce n'est pas une information révolutionnaire. Et comme tu le sais bien, parce que c'est aussi ton expérience, c'est souvent des choses qui sont déjà connues par le distributeur. Alors évidemment, pour parler de ce qui fâche, j'ai entendu par exemple un distributeur, il n'avait pas de raison de me mentir, mais me dire, nous, on a quand même eu un fournisseur qui nous a affirmé que la matière première pesait pour 95% de son tarif. Bon, là, on peut se dire 95% de son tarif, on peut avoir du mal à imaginer comment il paye tout le reste. Bon, mais voilà, donc il y a pu avoir des gens qui n'ont pas bien compris comment on fixait cet élément. Mais voilà, donc c'est une faible transparence, mais elle est directe. L'autre, quand même, la transparence est beaucoup plus forte parce que je dis à mon commissaire aux comptes, accès au livre. Donc, ce n'est pas une option opaque. Mais évidemment, je ne peux pas donner accès au livre à mes clients. Pourquoi? Parce que mes clients sont en partie encore mes concurrents à l'achat. Donc, je ne peux pas leur dire, voilà, Miloud, voilà combien j'achète le carton, voilà combien j'achète le blé, voilà combien j'achète. C'est impossible. On a effectivement un droit de la concurrence qui empêche. Sauf que le commissaire aux comptes, il va regarder ça, au moins pour la matière première agricole. Il va regarder ça. Et cette option, qui est une option à livre ouvert, elle n'est pas à livre ouvert avec le client, encore une fois, parce qu'elle n'est pas possible, elle est à livre ouvert avec le commissaire, le tiers indépendant qu'on a choisi, peut être un commissaire aux comptes ou autre. Et donc, je trouve qu'on peut dire aussi, mais c'est une manière de garantir. Et puis, il y a une petite chose quand même, c'est que, et c'est là où le sujet est quand même un peu complexe, c'est on parle de l'option 1, 2 ou 3, et puis après, on dit la matière première est sanctuarisée, elle n'est pas négociable. Ça, c'est dans un autre article qui parle du contrat. Et en même temps, pour l'option 3, on dit que le tiers indépendant va devoir vérifier que l'évolution du tarif lié à la matière première agricole a bien été protégée. Alors que dans le reste, on parle de la matière première agricole globalement qui a été protégée. Et donc, certains vont choisir l'option 3 en disant, bah, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que la matière première agricole soit protégée, c'est-à-dire qu'à la fin, si ma matière première agricole pèse pour 28%, il y a 28% qui n'a pas été négocié, ça n'a aucun sens. C'est l'idée que c'est dans l'évolution de mon tarif que je veux que la matière première agricole soit protégée. Malheureusement, la loi ne l'affirme précisément que pour l'option 3. Voilà une des raisons pour lesquelles aussi certaines personnes choisissent l'option 3. Et moi, je pense que ça, c'est des choses, enfin, Philippe, je pense que tu partages mon avis là-dessus, qu'on peut partager aussi avec ses clients. Je n'ai pas choisi une option 3 contre mes clients ou une option 2 contre mes clients. J'ai choisi une option qui correspond à la manière dont je veux travailler, mais surtout, je l'assume et ces explications-là, je peux les donner dans les CGV. Tout à fait prêt à dire voilà pourquoi, effectivement, j'ai choisi l'option 3 qui me permet l'option la plus adaptée à assurer que ma négociation va bien être sereine et respectueuse de la loi. C'est intéressant quand même l'option 3. À la fin, on a quand même quelqu'un qui est censé mettre un tampon pour dire sur la partie sanctuarisation de la matière première agricole, la loi a été respectée. Donc normalement, derrière, personne ne devrait pouvoir revenir là-dessus. Alors que quand on négocie option 1 ou 2,
bah, peut-être que dans 6 mois, l'administration va venir et dire « Ah ben non, moi je considère que la matière première agricole n'a pas été protégée, ça pose un problème. » Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments là-dessus. C'est pour ça qu'on se garde bien de faire une reco précise, parce qu'effectivement, on peut choisir en fonction de sa stratégie, de son poids sur le marché, de ses habitudes, des éléments précis dont on a connaissance. C'est aussi un sujet, hein. Quelquefois, quand on fait des CGV, on n'a pas connaissance d'éléments qui vont arriver par la maison mère qui s'occupe du procurement plus tard. Ça dépend de la taille de la structure. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'on aille en option 1, 2 ou 3. Et la position un peu maïnikéenne des distributeurs de l'option 3, c'est les méchants, et l'option 1 ou 2, ce sera les gentils, ça n'a juste pas vraiment de sens. Et en tout cas, il ne faut pas trop se laisser, à mon avis, influencer par ça. Merci à tous les deux. Et du coup, sur la transparence, on voit qu'en effet, il y a une tendance à plus de transparence qui a été induite par la loi Egalim 2. Nous, on n'est absolument pas contre cette transparence, contre une pédagogie des hausses qui peuvent être demandées aux distributeurs. Mais après, quels sont les niveaux de transparence qui sont acceptables ou non? On a vu en effet, quand il y a eu les renégociations, certaines dérives de certains distributeurs qui allaient jusqu'à demander des factures pour être sûr de la véracité des hausses demandées. Comment on aborde le sujet transparence tout en restant dans la légalité, tout en ayant cette problématique en effet de défense du secret des affaires qui est tout à fait légitime? Voilà, quel est le bon niveau de transparence? Alors, en fait, on va répondre en 2 temps là-dessus. Là, en fait, la question telle qu'elle avait été posée, on avait compris qu'elle était liée au choix de l'option. Et sur le choix de l'option, bah, finalement, le niveau de transparence que je vais appliquer, c'est le niveau de transparence qui est voulu par la loi. J'ai choisi l'option 1, donc je donne en pourcentage, en volume et en valeur de chaque matière première agricole qui rentre dans les produits. Au moins les principales. Si j'en ai qui vraiment pèsent rien, je peux peut-être m'en passer. Si j'ai choisi l'option 2, à ce moment-là, je le partage de manière agrégée. C'est ça mon niveau de transparence prévu par la loi. Si j'ai choisi l'option 3, ben là, je me tourne vers le tiers indépendant qui dit, moi, pour mener ma mission à bien, j'ai besoin de l'ensemble de ces éléments et je suis transparent sur l'ensemble de ces éléments. Et on traitera plus tard du niveau de transparence que tu évoques, hein, du niveau de transparence dans la négociation qui est pour nous, avec Philippe, et je pense que beaucoup d'entre vous partagent ça, un enjeu majeur des négociations 2023, vu ce qui s'est passé en renégo 2022. Et ça, on va évoquer ça juste après. OK. Et donc, la loi Egalim 2 sanctuarise la hausse de la matière première agricole par le distributeur, donc il y a une obligation de prendre en compte la proportion du tarif lié à la matière première agricole. Du coup, sous quel angle les entreprises doivent aborder la question des matières premières industrielles, donc qui sont plus larges, les autres intrants, notamment transport, énergie, emballage? Comment on aborde cette question, sachant que c'est des intrants qui sont en très, très forte hausse ces derniers mois? Déjà, il y a un point qui est important, c'est que ces MPI, ce qu'on appelle les MPI par simplification, c'est énergie, transport, emballage, en fait, sont le sujet des clauses de renégociation. Donc, à la différence des clauses de révision automatique qui sont censées s'appliquer automatiquement pour les MPA, une fois qu'on les a négociées et contractualisées, en fait, ces évolutions sur les MPI nous ouvrent le droit à une renégociation, donc sans qu'on connaisse l'issue de ces négociations, mais c'est une obligation, on va dire, de processus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, quand on rajoute les MPA et MPI, on commence à toucher une partie quand même assez solide des coûts assez récurrents de la composition d'un barème tarifaire. Donc, c'est là où on peut être aussi un peu malin, peut-être, ou en tout cas réfléchir à l'intérêt pour un industriel d'ouvrir un peu plus largement sur la légitimité, enfin, c'est un sujet qu'on va toucher un peu plus loin, mais sur la légitimité de son tarif, la manière dont il l'a construit, et du coup de pouvoir indiquer que ben là, en tant qu'industriel, il a quand même des composantes dans ses coûts de production qui sont importants, qui ont tendance à varier, voilà, et du coup de pouvoir indiquer quelle est la part de ces coûts industriels incontournables. Et moi, à ces coûts industriels, je rajouterais aussi, parce que c'est un vrai sujet, finalement, les coûts de personnel, enfin les coûts de personnel, les frais de personnel, les charges de personnel,
qui, on le sait aujourd'hui, sont de plus en plus problématiques dans des métiers de l'industrie alimentaire qui ne font pas partie des secteurs d'activité les plus attractifs. Et ce n'est pas faire injure à tous ceux qui sont là aujourd'hui de le rappeler. Ne font pas partie des métiers les plus attractifs dans les métiers industriels. Donc, il y a une vraie tension de l'emploi sur ces marchés-là, ce qui fait qu'on peut peiner dans certains postes et dans de nombreux postes à trouver du personnel. Et du coup, on est bien nécessaire aussi de pouvoir préserver ceux qui tous les jours fabriquent nos produits et lesquels produits vont finalement approvisionner les linéaires des distributeurs, entre autres. Hein. Donc, ça fait partie pour nous des grands intrants. Et ce n'est pas idiot de pouvoir aborder ce sujet-là sous l'angle finalement de la composition du tarif, en tout cas de la structuration du tarif, la manière dont on a élaboré le tarif et sous l'angle des clauses de renégociation. Ouais, et puis il ne faut pas se méprendre, hein, comme on vous l'a dit, on a repris les questions in extenso, mais quand on dit la prise en charge de la hausse de la MPA étant obligatoire, vous savez que ça n'est pas la lecture que font les distributeurs, ou au moins certains d'entre eux, en disant non, le texte nous dit qu'on ne doit pas négocier la matière première agricole et que dans l'option 3, on doit regarder effectivement à préserver la part de la matière première agricole dans la hausse de tarif. Déjà, en disant, bon, en séparant les deux options, ça montre un peu leur approche. Et certains disent, mais moi, je n'ai pas négocié la matière première agricole. Si par exemple, j'ai un tarif qui passe de 100 à 110, la matière première agricole, c'est 105. Je dis, bon, ok, moi, je suis prêt à prendre 105, c'est-à-dire obtenir 5 d'avantages supplémentaires pour passer de 110 à 105. Et par ailleurs, rien ne m'interdit de négocier avec vous une nouvelle contrepartie qui a réellement une valeur, qui fait que peut-être le 3 fois net, au final, sera de 102 ou 103. Et c'est vrai que, voilà, je pense que l'esprit du texte, c'était bien ça, mais ces conditions de rédaction et malheureusement toute l'énergie que l'ANIA a pu y mettre, mais dans une procédure qui était simplifiée et donc extrêmement rapide, n'ont pas toujours permis d'avoir le texte pile parfait comme on le voudrait. Et je sais que Marie et Jean-Philippe également, et Miloud rappellent qu'au départ, ce texte-là, ce n'est pas d'origine des fournisseurs qui ont construit un texte et qui ont dit voilà ce qu'il faudrait. Donc il y a pas mal d'imperfections. Et attention, quand on dit la prise en charge de la hausse de l'APE est obligatoire, quand on regarde le texte, c'est malheureusement plus subtil que ça et il faut avoir un bon argumentaire pour défendre en quoi notre interprétation revient à considérer cela. Sur l'option 3, donc, comme on l'a dit, donc, dans le cadre de l'option 3, le tiers indépendant certifie normalement à l'issue de la négociation que la matière première agricole n'a pas été négociée. C'est vrai que les distributeurs donc, qui sont assez réticents à cette option 3 car ils la considèrent non transparente, ont émis l'idée, et le médiateur des relations commerciales agricoles qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, ont émis l'idée d'avoir une certification en amont de la négociation et non plus après, ou avoir en tout cas les deux, de manière à rétablir plus de confiance et un peu plus de transparence dès le début de la négociation, c'est-à-dire indiquer en fait dès le début de la négociation la part du tarif que représente la matière première agricole. Vous, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette idée-là qui est considérée comme une bonne pratique, notamment pour les négociations 2023? Oui, alors Marie, je te laisserai compléter aussi, hein, bien évidemment. Tu as la gentillesse de nous aider à rythmer, mais n'hésite pas à commenter parce que tu connais ces sujets largement aussi bien que nous. C'est vrai que on a eu un petit reproche fait par les distributeurs venant de certains fournisseurs qui ne donnaient pas de transparence sur la part de l'évolution du tarif lié à la matière première agricole. Autrement dit, voilà, voici mon nouveau tarif, c'est 10%, ok. La loi prévoit désormais que la part de matière première agricole dans le tarif n'est pas négociable. Ça, en tout cas, c'est l'option 3 plus précisément qui le dit. Ok, donc quelle est cette part de matière première agricole dans le tarif? Je ne vous le dirai pas. Ouais, mais alors, comment voulez-vous que je négocie
Si je ne connais pas la limite de la négociation, bah, écoutez, moi, je ne suis pas obligé de vous la donner. Et d'ailleurs, j'ai choisi une option dans laquelle je n'ai pas d'informations à vous donner. La loi ne m'oblige pas à vous le donner. Ça a été reproché par les distributeurs. Avec Philippe, on essaye au maximum, même si vous connaissez notre amour et notre fidélité à l'industrie alimentaire, on essaye aussi d'essayer de trouver une position avec du recul et de voir ce qui est légitime ou pas légitime. Nous, on trouve que ne pas révéler la part de matières premières agricoles, sauf quand, effectivement, on était dans des systèmes tellement compliqués qu'on n'en avait pas soi-même connaissance, ça n'a quand même pas tellement de sens au final. Et puis, on a eu, ça a été un premier reproche. Puis le deuxième reproche, c'est, bon, ok, je vais vous le dire, 10% d'augmentation, il y a 5% de matières premières agricoles. Ok, on y va, on négocie et on arrive finalement à 5,5% de hausse. Et puis là, certification du tiers indépendant qui dit bah, la matière première agricole est bien passée parce que la matière première agricole représente 3% de la hausse. 3 points. Là, évidemment, quand vous envoyez ça au distributeur, vous imaginez bien quelle peut être la réaction. Donc finalement, on s'est dit, on a beaucoup échangé avec Marie là-dessus, bah, déjà, ça pourrait quand même être sécurisant pour les entreprises d'avoir certifié au moins avec les éléments qui étaient connus en amont. Et cette position, elle a été alors relayée, je ne sais pas qui a eu l'idée en premier, on s'en fiche un peu, mais le médiateur des relations commerciales agricoles est venu effectivement proposer ceci en disant ce serait quand même pas mal de ne pas attendre la fin de la négociation pour traiter le sujet, mais qu'il puisse y avoir une certification en amont. Voilà. Alors attention, ça peut être un peu compliqué parce que votre certification en amont, vous pouvez très bien la faire global client sur votre tarif de manière linéaire ou par rapport au mix global client. Sauf que ce qui doit être protégé dans la matière première agricole est peut-être le mix spécifique aux distributeurs. En imaginant, je sais pas, un exemple où il y a le sucre qui justifie une bonne partie de la hausse et que on a un distributeur qui a une sous-représentation du sucre par rapport aux autres, il va dire bah, moi, c'est pas le même pourcentage de MPA pardon, dans ma hausse. Donc, on pourra avoir des différentiels entre les deux et ça dépendra de la précision de la certification en amont. Mais en tout cas, on trouvait ça pas mal de le prévoir. Ce n'est pas une obligation légale, mais on se dit ça peut être intéressant. Et au-delà de l'option 3, c'est vrai que dans l'idée, c'était pour dire bah, comme en option 3, on certifie à la fin, pourquoi on ne certifierait pas au début? Et puis comme ça permettrait à tout le monde de travailler à peu près sur les mêmes chiffres en transparence. Mais on peut très bien faire une option 2 ou une option 1 en disant par ailleurs, j'ai un tiers indépendant qui me dit OK, ma matière première agricole en option 2 pèse 28% de mon tarif et ma matière première agricole pèse dans l'évolution du tarif 60%. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il interdit? Et moi, je trouve qu'en option 2, ça serait intéressant, c'est de dire, pour moi, l'option 2, comme l'option 1, comme l'option 3, elle protège bien la matière première et elle protège bien la matière première agricole dans ces deux composantes qui sont en global dans le produit et dans l'évolution du tarif du produit. Voilà, donc pour moi, enfin, je ne sais pas si Marie, tu veux rajouter quelque chose ou Philippe, mais la certification en amont, je trouve que ça fait partie des éléments qui peuvent être choisis. Encore une fois, que ça corresponde à votre stratégie commerciale, à votre politique, voilà, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quand même un élément qui est attendu de la part des distributeurs, parce que voilà, vraiment, ils incitent à ce que les fournisseurs procèdent de la sorte. Mais du coup, ça nécessite de s'organiser très, très vite avec notamment les commissaires aux comptes qui sont les principaux tiers indépendants pour justement pouvoir avoir cette attestation en amont. Donc voilà, pour les entreprises qui iraient sur cette attestation amont, voilà, on ne peut que vous encourager à contacter très vite vos commissaires aux comptes, qui sont d'ailleurs voilà, très au fait de ces sujets, puisque la Commission nationale des commissaires aux comptes travaille énormément et on travaille avec eux également sur ces certifications dans le cadre des options 1, 2 et 3. D'ailleurs, Marie, peut-être tu peux dire qu'il y a en projet un échange avec la CNCC, donc la Commission nationale. Oui, on reprévoit un autre webinaire en parallèle avec justement les commissaires, enfin la CNCC, pour pouvoir voilà, un petit peu faire un feedback des contrôles des certifications qui ont pu avoir lieu lors des négociations 2022 et voir un petit peu aussi comment on appréhende
les négociations et les certifications en 2023. Oui, et puis je pense que ce travail d'anticipation, Marie a tout à fait raison de le rappeler. L'année 1, presque une année 0, hein, il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises et par les commissaires aux comptes qui découvraient, et par les fournisseurs dans la fourniture de l'information. Et là, il faut vraiment regarder, faire un post-mortem de cette situation pour se dire comment je fais cette année. Puis attention avec cette certification en amont. En tout cas, moi, c'est une réflexion, je dirais bien évidemment pas de qui elle vient, mais c'est une réflexion qui m'a été faite en disant, ah ben non, autant la certification post-négociation, elle est prévue par la loi, dont notre commissaire aux comptes nous dit OK, mais sur la certification antérieure, antérieure au négo, ça n'est pas prévu par la loi et lui, il nous dit qu'il ne fera pas de certification. Voilà, donc attention quand même au fait que votre commissaire aux comptes, à un moment, il peut dire bah non, moi je ne me sens pas à l'aise sur certifier des éléments, autant ce qui est prévu par la loi, il y avait une recommandation précise de ma compagnie, je vois bien comment faire, mais là en revanche, là moi je n'ai pas de recommandation et je ne suis pas prêt à le faire. Donc c'est pour ça que quand Marie parle d'anticipation, puis ce n'est pas un boulot qui se fait en 2 jours, et puis vous savez que c'est des métiers en tension, il n'y a pas que l'alimentaire qui est un métier en tension, ils n'ont pas forcément aussi énormément de disponibilité pour traiter au pied levé les dossiers. Nicolas et Philippe, je vous propose de passer directement sur la thématique suivante. Que, bon, la dernière question sur les contrôles des tiers indépendants sur les options 1 et 2, c'est quand même assez rare. Donc voilà, je vous propose de… Il n'y en a pas eu, à ma connaissance. Tant qui file, comme d'habitude. Alors, du coup, et question non pas des moindres, en tout cas thématique non pas des moindres, sur la construction du tarif en 2023. Notamment sur la différence entre la négociation et celle qui a pu avoir lieu en termes de renégociation, donc le round 2 lié à la crise d'Ukraine. Comment on intègre, donc voilà, quelle est la différence entre ces deux négociations et comment on intègre également la réversibilité dans le cadre des négociations? Alors, ça, c'est un peu ce qu'on évoquait. Philippe, tu me dis si je me trompe, hein, mais là, je pense que c'est effectivement moi qui prenais la parole sur celui-là. Ouais. La différence entre cette négociation et celle de la V2 2022 Ukraine, pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement structurant. Pourquoi? Je conclus un contrat 2022. Ce contrat, il est sur la base d'un plan d'affaires où j'ai prévu effectivement l'ensemble des contreparties. Je suis parti d'un tarif, j'ai négocié les contreparties, j'arrive à un prix convenu. Au cours d'année, je dis oui, mais il y a un élément qui a évolué, mes coûts, MPA, MPI, etc. J'ai mes coûts qui ont évolué, donc je demande à renégocier, soit dans le cadre de la renégociation prévue par la loi, c'était rarement le cas parce que ces clauses n'ont pas beaucoup marché, soit dans le cadre de la charte. Je renégocie. Et on dit, non mais attendez, nous on s'était mis d'accord sur un prix. Donc si vous me dites qu'un élément a bougé, il faut que vous me justifiez l'élément qui a bougé. Sinon, on a un prix prévu pour toute l'année 2022, on va appliquer ce prix-là. Et donc la demande de justification, elle est liée au fait que normalement, on avait un contrat pour 1 an. Ici, on est dans une situation très différente. On ne dit pas on a un contrat 2022-2023, et donc du coup, on va prouver entre 2022 et 2023 ce qui a bougé. On part d'un nouveau tarif qui est le socle de la négociation. L'administration l'a rappelé dans sa première FAQ sur Egalim 2, hein, on ne doit pas partir du 3 net N-1, on doit partir du tarif. Donc on part sur un nouvel élément où il n'y a pas de raison de justifier parce que ce nouveau tarif, il est mêlé de plein de choses. Il est mêlé de coûts, bien évidemment, en évolution, hein, hausse ou baisse, mais il est également lié à tout un tas d'éléments, liés à mes innovations, liés à mes investissements, liés à ceux que je veux dégager comme marge pour alimenter peut-être plus fortement une promotion. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Et du coup, on ne doit pas traiter de la même manière en disant bah nous on est un peu coincé parce que comme au cours de l'année 2022 on a justifié, on est obligé de justifier. Qu'on soit d'accord, hein, la DIA fait 0 recommandation et surtout pas de dire vous ne devez pas justifier. La question qui est posée c'est est-ce qu'on est obligé légalement de le faire? Et pour nous, non. Maintenant, bien évidemment,
on arrive avec un nouveau tarif et c'est vous qui travaillerez, et là je laisserai Philippe compléter, c'est vous qui travaillerez dans l'argumentation pour effectivement venir défendre ce tarif et vous aurez aussi votre stratégie de défense qui n'est pas du tout la même si j'ai un produit très transformé ou moins transformé, si j'ai un produit avec une marque très forte ou une marque qui est plutôt challenger, voilà, ou un no-name, je vais bien évidemment travailler le sujet de manière très différente. Mais il y a pour nous des différences en nombre et notamment le fait que là, on n'a plus de contrats qui encadrent 2023 puisque c'est justement celui qu'on va construire. Philippe? Je n'avais pas grand-chose à rajouter sur ce point-là, puisque je vais plutôt répondre à l'autre, qui est comment anticiper les négociations tendues avec la GMS dans un contexte inflationniste, avec des règles du jeu, notamment énergie non connue à la date d'ouverture des négociations. Excellente question, et c'est une bonne question parce que du coup, ça nous permet de nous mettre un petit peu à la place des distributeurs. Et finalement, ce que connaissent aujourd'hui les distributeurs, c'est une situation qu'ils n'ont pas connue depuis les années 60, avec une énorme incertitude sur leur avenir économique, une énorme incertitude sur l'environnement de consommation, c'est-à-dire comment vont réagir les consommateurs, quel va être l'impact, quelle va être l'évolution du pouvoir d'achat des Français, l'impact sur leur modèle de business, en fait. Et on voit aujourd'hui, par exemple, entre la communication que fait Rami Bétier lors d'une webinaire à l'ANIA et puis celle que fait Bompard dans un article récent sur la stratégie de Carrefour, par exemple, on voit qu'il y a deux options qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont un petit peu même dissonantes et qui peut paraître surprenante. Mais ce qu'on peut éventuellement se dire, c'est que si on était distributeur aujourd'hui, on serait bien mal en point parce que comment prévoir l'activité qu'on va réaliser l'année prochaine? Donc, une des vraies questions que se posent aujourd'hui, à mon avis, tous les distributeurs, à notre avis, tous les distributeurs, c'est va-t-on être suffisamment approvisionné tout au long de l'année avec les fournisseurs qu'on aura choisis et sélectionnés? Ça, c'est la vraie question pour eux. Béthier rappelait que ce sont des acteurs de l'économie qui vendent des produits et pas des étagères vides. Et le grand traumatisme aujourd'hui des distributeurs, ça peut être ça. Donc ça peut être une grande difficulté. L'autre grande difficulté, c'est, ils le savent, 2023 risque d'être une année difficile. Au cours desquelles un des grands critères des distributeurs, c'est les parts de marché que chacune des enseignes peuvent conserver, gagner ou perdre, et que c'est un enjeu majeur quand on est distributeur, la part de marché, et qu'aujourd'hui, la part de marché valeur, elle n'aura pas beaucoup comment dire, de signification. Ce qui va être important, c'est la part de marché volume. Et donc, on voit bien le lien qu'on peut faire avec la capacité de sécuriser nos approvisionnements. Donc, à la question comment anticiper les négociations tendues avec la GMS, je pense que la même bonne façon d'anticiper les négociations tendues avec la GMS, c'est d'amener un maximum d'éléments de sécurisation. Un maximum d'éléments de sécurisation, à la fois sur notre capacité d'industriel à respecter nos engagements contractuels, à respecter y compris la valorisation de nos prix. Et je pense qu'il est important d'être assez ambitieux sur la valorisation de vos tarifs 2023, mais en même temps d'accompagner cette valorisation d'une vraie dynamique à la fois sur les promotions et sur l'innovation, qui sont, les distributeurs le savent et vous le savez aussi, les deux des éléments qui sont clés dans l'attractivité de l'offre des distributeurs. Et je pense qu'il y a moyen cette année de négocier de manière un peu plus équilibrée dans la manière dont vous saurez faire valoir finalement la capacité en tant qu'industriel à remplir vos engagements, si tant est que vous puissiez trouver une écoute suffisante auprès de certains de vos clients, pour ne pas dire tous, parce que bien entendu, tous les distributeurs ne seront pas dans cette perspective. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de distributeurs qui vont sans doute changer un petit peu leur fusil d'épaule en essayant de choisir de manière un peu plus sélective leurs fournisseurs et être un peu plus dans cet esprit de partenariat qu'ils ne l'étaient jusqu'à maintenant. Voilà. Merci. Concernant les tarifs. Ah, oui, moi j'allais C'est y ça. aller. Vas-y. Je continue mon rôle de maître de cérémonie. Bah oui. Non.
concernant des tarifs qui comportent à la fois donc, des produits protégés qui sont, eux, soumis aux obligations d'Egalim et à la fois des produits qui sont non soumis. Hein, ça arrive, on sait que les industriels n'ont en général pas qu'un produit, mais une large palette de produits. Du coup, comment faut-il procéder? Est-ce qu'il est préférable de constituer notamment 2 groupes de CGV et 2 tarifs différents, c'est-à-dire donc pour les produits concernés et des produits non concernés? Ouais. C'est une bonne question. Après, il n'y a pas de réponse uniforme, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la manière, enfin du business model en fait. Est-ce que ces 2 catégories de produits, si je parle de ces 2 catégories de produits, s'adressent aux mêmes catégories de clients? Déjà, une part de la réponse est contenue là-dedans. Est-ce qu'on peut, à travers des CGV uniques, même pour une seule catégorie de clients auxquels on adresserait ces 2 catégories de produits, s'exprimer à la fois sur la partie protégée et à la fois sur la partie moins protégée, donc qui pour autant pourrait être lié à des clauses de renégociation? Voilà, toute la question est là. Bon, il n'y a pas une réponse uniforme. Je pense qu'on peut effectivement constituer 2 groupes de CGV, ou au contraire constituer qu'une seule CGV, mais en distinguant bien dans cette offre, puisque les CGV sont une offre, dans cette offre, les produits qui sont soumis à Egalim 2 et puis ceux qui le sont pas. Voilà, c'est tout à fait possible. Oui, avec une petite sophistication. Par exemple, l'interdiction de la discrimination s'applique aux produits protégés et pas aux produits non protégés. Mais après, on peut affirmer qu'on vise à ne pas être discriminatoire, indépendamment du fait que ce soit obligatoire ou non par la loi. Mais du coup, ça demande cette petite, cette petite subtilité en menant des CGV qui sont distincts. Ouais. Je partage ton avis. Ouais. Voilà, la non-discrimination, je trouve que c'est vraiment un sujet intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est obligatoire, la garantie de non-discrimination est obligatoire pour les produits protégés. Maintenant, nous, ça fait des années avec Nicolas qu'on évoque le fait que garantir la non-discrimination de ces conditions commerciales, même sans que ça soit obligatoire par la loi, est quand même un facteur de réassurance pour les distributeurs. Et particulièrement dans cette période qui est difficile, où ils vont beaucoup plus encore que d'habitude regarder ce que font leurs petits copains à côté, pouvoir, quand on est industriel, garantir une politique de non-discrimination, voilà, qu'on soit sur les produits protégés ou pas, c'est un vrai levier de négociation important, hein, pouvoir non seulement le garantir, mais preuve à l'appui, hein, de montrer comment on gère cette non-discrimination. Et peut-être évoquer très clairement dans CGV, par exemple, la manière où on gérerait d'éventuelles pénuries de produits de façon non discriminatoire. Ça pourrait être un vrai sujet à évoquer dans les CGV et qui pourrait donner un vrai sujet de discussion dans les négociations avec certains de vos distributeurs. Concernant le délai d'envoi des CGV, quel délai d'envoi respecter pour une application au 1er janvier? On sait qu'il y a beaucoup d'industriels qui souhaitent appliquer leurs nouveaux tarifs dès le 1er janvier, hein, pour que la hausse passe le plus rapidement possible. Et sachant que je vois en parallèle une question posée sur le fait de dire qu'il est difficile aujourd'hui de construire son tarif, sachant que beaucoup d'industriels sont encore en train de négocier des contrats énergétiques. Donc voilà, il y a aussi cette temporalité, cette difficulté qui est bien connue, hein, de la part des distributeurs. Mais du coup, voilà, comment on construit son tarif et comment on respecte un délai, notamment si on veut une application au 1er janvier, sachant qu'on a l'obligation d'adresser ces CGV avant le 1er décembre. Oui, voilà, en fait, on a 2 manières de répondre. D'abord, il y a la manière, sur le plan des obligations juridiques, on peut très bien envoyer ces CGV au 30 novembre et signer un contrat au 31 décembre. Ça pose aucune difficulté juridique. Elles seront pas non valables. Certains disent oui, mais il faut forcément un délai de 8 semaines. Mais en fait, ce délai de 8 semaines, quand on regarde, c'est sur la modification des conditions générales de vente. Et on comprend quand même que c'est la modification des conditions générales de vente en cours d'année et pas forcément entre 2 années. Voilà. Donc, théoriquement, oui. Mais pratiquement, Philippe? Ah oui, pratiquement, si on se met à la place d'un distributeur, encore une fois, je cherche encore, mais on n'a pas encore trouvé quel pourrait être l'intérêt d'un distributeur d'accepter dans une période inflationniste, d'accepter finalement de signer un contrat avec vous pour que votre tarif 2023 soit applicable au 1er janvier. Il faudrait donc qu'il l'ait signé avant le 1er janvier, ce qui serait chouette. Mais dans un contexte inflationniste, on peut imaginer que des distributeurs ont tous intérêt
à ce que finalement le contrat 2022 et donc la valorisation du contrat avec le prix convenu que vous aurez puisse durer le plus longtemps possible et potentiellement au plus tard le 1er mars. Donc concrètement, voilà, je pense on comprend le souhait, hein, on comprend le souhait de voir appliquer au plus tôt ces évolutions tarifaires. Maintenant, ce n'est pas forcément l'intérêt de votre partenaire commercial dans cette affaire. Oui, et puis si on se met à sa place, c'est de se dire, bah, pourquoi pas, je comprends les besoins, pourquoi pas le signer le 31 décembre, mais est-ce que je suis assuré que ça sera le cas pour tous mes concurrents? En plus, Voilà. Donc après, il y a une vraie discussion qui se passe aussi en disant, moi j'ai besoin de hausse, mais ne soyez pas dupes. Si cette hausse, je l'applique dans 2 mois, elle sera plus importante. Parce qu'il y aura 2 mois où je n'aurais pas pu faire face à mes coûts. Donc il y a aussi un sujet qui peut être amené dans la négociation en disant, bah, de toute façon, ma capacité à financer des contreparties se trouvera obérée par le fait que je vous aurai vendu des produits pendant 2 mois, mais 2 mois à un prix qui n'est pas le prix qui m'est nécessaire pour pouvoir faire face aux contreparties que vous me proposez. Donc, à un moment, il va bien falloir que je récupère ça. Donc, effectivement, il va y avoir ce sujet. Et puis, c'est vrai aussi que si on émet un tarif si on envoie le tarif le 30 novembre ou même le 25 en disant il faut absolument que ça passe avant le 31 janvier, le 31 décembre, le client aura beau jeu de dire fallait au minimum déjà vous y prendre plus tôt. Au minimum, ça ne veut pas dire que j'aurais forcément accepté. Voilà. Et Philippe aime bien, alors on a un temps qui est contraint, mais dire que le levier temps, c'est quand même un des leviers principaux de la négociation et qu'il faut faire attention à pas ce qui se retourne contre nous en mettant des objectifs de date dont on sait qu'on a peu de leviers pour les faire respecter. Mais dans certains cas, ça peut être tout à fait le cas. Par exemple, je suis une PME et j'ai systématiquement signé avant le 31 décembre. Là, j'ai peut-être un peu plus de moyens de faire pression, mais généralement, j'ai souvent émis mes conditions générales de vente en septembre ou en octobre. Merci à tous les deux. Tu voulais compléter, Philippe? Non, c'est très bien. J'allais lire la suivante, mais vas-y. Du coup, une enseigne qui exige une baisse technique au tarif général, est-ce qu'il y a une solution alternative pour répondre à la problématique de cette enseigne et donc à cette baisse technique? Alors, la baisse technique, c'est toujours un sujet compliqué. On va essayer de faire super ramasser. Quand on dit problématique, c'est quoi la problématique? Généralement, la problématique d'un distributeur, c'est le niveau de rémunération. Quand je dis rémunération, réduction de prix ou rémunération de service, qu'il a été cherché pour passer du tarif au 3 net. Voilà. Et c'est ce niveau de ce qu'il a obtenu, parce que dans ce qu'il a obtenu, il doit justifier que c'est proportionné ou que ça n'est pas disproportionné aux avantages financiers qu'il a perçus et les contreparties qu'il a données. Bien évidemment, si une partie de ce différentiel, je le mets directement dans mes conditions générales de vente, bah, du coup, ce n'est plus quelque chose qu'il va obtenir, puisque c'est quelque chose que je lui offre de base. Et si lui est embêté parce qu'il dit, bah, voyez, avec vous, j'ai un tarif à 100 et j'ai un 3 net à 60 et moi, c'est 40%, je ne suis pas capable de le justifier, bah, la baisse technique est une bonne méthode, mais une baisse technique, on va dire, un bis, peut être de dire, bah, écoutez, je ne bouge pas mon tarif, je ne bouge pas le 3 net, en revanche, j'intègre dans mes CGV des remises que du coup, vous n'aurez plus à justifier à travers le contrat. Voilà, ça peut être une manière de traiter ça. Bien évidemment, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est très tardif dans la saison parce qu'une baisse technique, ça se prépare plutôt en mai-juin. Et par exemple, de faire le tour des enseignes, de comprendre, parce que vous savez qu'il y a des enseignes assez rétives à la baisse technique, et donc effectivement, arriver avec une baisse technique dans un tarif émis au mois de novembre, voilà, si elle ne l'a pas demandé, ça peut être un peu compliqué à gérer. Surtout avec en plus la complexité d'Egalim 2, ces négos 2023 qui vont être très difficiles, la matière première agricole qui doit être protégée, la baisse technique, on a quand même intérêt à avoir bien anticipé. Ok, je passe.
Vous êtes encore là? Oui, Oui, mais le ça slide passe. ne passe pas, moi. Ouais, Ah, ça moi non passe pas. plus. Non. Ah bah ça, c'est formidable. Ça passe chez moi. Est-ce que ça Non, passe? Ah là, oui, c'est bon. Bon, oui. ok, Je pardon. vois que la première, on a déjà répondu à la première question donc, concernant le passage, donc la nouvelle thématique sur le passage du tarif. La grande question, c'est si on ne signe pas d'accord au 28 février, quel prix s'appliquera, notamment s'il y a un préavis qui s'applique? Alors déjà, enfin, on a mis les questions telles quelles. N'oubliez pas que c'est le 1er mars. Hein. C'est le 1er mars minuit. On a encore le temps de l'accord, le jour du 1er mars. En fait, cette question n'est pas réglée par la loi. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que si on a un produit protégé, on peut imaginer quand même qu'il est assez légitime que dans le nouveau prix qui s'applique, on reporte la partie matière première agricole. D'où peut-être l'intérêt d'avoir une certification en amont, puisque cette certification en amont permettrait de savoir dès le début que ça va au moins inflater ça. Et puis, pas seulement, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la manière dont se noue la négociation, les comptes rendus, l'attitude des uns et des autres. Est-ce qu'elle a été constructive de part et d'autre ou est-ce que le fournisseur a fait du blocage, le distributeur a fait du blocage? Voilà, et c'est ça qu'on va aller regarder pour voir si à un moment, on a moyen de dire, bah, désolé, nous, on n'a pas de contrat, mais on va quand même se retrouver devant le médiateur parce qu'on considère aujourd'hui que le fait d'appliquer le tarif 2022, y compris avec la hausse de matières premières agricoles en 2023, bah, ce n'est pas légitime. Parce qu'en fait, vous avez négocié avec la volonté de ne pas trouver d'accord et donc du coup de minimiser l'impact d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Mais on n'a pas de réponse dans la loi. Marie, si tu veux compléter, tu le diras, mais il y a, il y a une réflexion autour de ça. Ça fait des années qu'on réfléchit autour de ça en se disant comment on pourrait améliorer la rédaction là-dessus, mais tout en faisant attention à ne pas, voilà, hein, parce qu'il y a des intérêts quelquefois un peu divergents à protéger. Mais on n'a pas de réponse et encore une fois, ça dépendra de ce qu'on arrivera à mettre en avant sur quelle a été l'attitude des uns et des autres. Et nous, on dit quelque chose toujours avec Philippe, hein, c'est on mobilise le cadre réglementaire à partir du moment où on manie l'écrit. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation, parce que vous pourriez très bien avoir une stratégie de négociation qui soit complètement différente de ça. Mais en tout cas, si dans votre stratégie commerciale, stratégie de négociation, pardon, vous dites, moi, je veux pouvoir être protégé par le cadre réglementaire, ben, ça veut dire qu'il faut manier de l'écrit. Voilà. Et quand on voit que quelqu'un tourne en rond, annule des rendez-vous, machin, et on doit le signaler. Et attention, le distributeur pourra faire exactement la même chose si nous, on voit bien qu'on a intérêt à traîner parce qu'à un moment, finalement, le blocage dans la négo nous va bien. Et du coup, sur ce point-là de résiliation des contrats, comment résilier, donc faute d'accord sur les augmentations de prix avec le client et notamment après plusieurs rounds de discussion, un contrat pluriannuel, donc signé pour plusieurs années, quand aucune clause n'est prévue au contrat, les conditions dans lesquelles et les conséquences de cette résiliation? Alors, si c'est un contrat entre fournisseur et distributeur et qu'il est pluriannuel, ce contrat doit comporter une clause de révision. Voilà, c'est prévu par la loi. Hein, et ça, c'est antérieur à Egalim 2. Hein, voilà, c'est quand les contrats pluriannuels ont été introduits dans la loi qu'on a dit qu'il faut des clauses de révision. Donc, si on a un contrat qui n'ont pas de clause de révision, ça peut être la même chose pour un contrat qui n'aurait pas de clause de révision automatique, à tout moment, on peut demander que le contrat soit mis en conformité avec la loi. Voilà. Donc, ça nous permettait de rappeler que le contrat pluriannuel, c'est quand même potentiellement quelque chose d'intéressant. Alors, vous allez me dire, vu l'économie très changeante, difficile pour nous de s'engager sur plusieurs années. Mais moi, je trouve que c'est toujours une réflexion à tout moment qu'on doit avoir, même si c'est pour écarter effectivement ce choix. Et en tout cas, on a une protection au titre du contrat pluriannuel, qu'il soit soumis à Egalim 2 ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut attendre des médiations? Donc, vous le savez, il existe la médiation des relations commerciales agricoles qui donc prend plus les litiges
où les dossiers qui sont liés à des problématiques liées aux matières premières agricoles et le service de la médiation des entreprises qui prend, lui, plus les litiges qui seraient liés aux matières premières industrielles. Qu'est-ce qu'il faut vraiment attendre de cette médiation lorsqu'un industriel souhaite, du coup, pour ne pas aller directement au clash avec son client et choisit du coup de faire appel au service de la médiation? Qu'est-ce qu'il faut vraiment en attendre? Est-ce que pour vous, avec le recul que vous avez, c'est un bon système alternatif dès lors qu'on sent qu'il peut y avoir des tensions avérées avec son client? Alors, j'ai envie de dire, la médiation, c'est un excellent système qui vraiment, à travers les différentes cultures, a prouvé une efficacité incroyable. Voilà. Mais la médiation, ça peut aussi prendre du temps, on n'en a pas forcément. Il faut avoir des médiateurs disponibles, qui connaissent le métier, qui sont formés très profondément à la médiation. Il y en a, mais tous les médiateurs qui interviennent ne répondent pas forcément à ces caractéristiques-là, et je vise absolument pas la médiation institutionnelle. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut attendre des médiations? Ben, en fait, il faut attendre beaucoup de bonnes choses à partir du moment où on a vraiment traité les éléments de manière légitime et qu'on représente aussi un intérêt pour ses clients. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand j'entends les uns et les autres, hein, et je ne crois pas, Marie, tu me corriges si je me trompe, mais qu'il y a eu un bilan extrêmement précis, par exemple, des médiations des adhérents des syndicats métiers ou des ARIA à l'ANIA. Mais aujourd'hui, le bilan, il est un peu contrasté. Après, je me méfie toujours. Vous savez, c'est comme quand on pose la question sur la justice, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Bah, si elle m'a donné raison, c'est que c'est une bonne justice. Si elle m'a donné tort, c'est que c'est une mauvaise justice. En fait, elle est ni bonne ni mauvaise. La médiation, ça peut être un peu ça. Donc, c'est difficile de le dire. Moi, je pense que ça reste toujours un bon moyen d'exercer, alors j'allais dire une contrainte, mais permettre à quelqu'un qui est un tiers de faire entendre raison, voilà, à votre partenaire si effectivement bah, il est complètement englué dans sa position. Mais ça ne marche pas à tous les coups, loin de là. Alors, autre thématique et pas des moindres concernant les clauses de révision automatique et de renégociation, donc qui sont des clauses qui sont obligatoires dorénavant dans le cadre, dans les contrats et les conventions écrites qui sont signées, et la clause de renégociation pour évidemment également les contrats NDD. Donc, sont-elles, si elles sont obligatoires dans les conventions écrites pour la clause de révision automatique et la clause de renégociation, est-ce qu'elles sont obligatoires dans les CGB? Non, ça c'est la bonne nouvelle. Question suivante. Question suivante. Non, elles ne sont pas obligatoires dans les CGB. En même temps, bah, vous le savez, hein, depuis quelques temps maintenant, les CGB sont le socle unique de la négociation. Donc, ça serait un petit peu dommage de ne pas utiliser ce bénéfice extraordinaire, unique au monde. La France est le seul pays au monde où l'un des deux acteurs économiques majeurs, en l'occurrence le fournisseur, a la liberté totale, en tout cas dans le respect du cadre juridique de rédaction du socle de la négociation. Formidable. Donc vous avez cette chance de pouvoir écrire dans vos CGV ce que vous entendez pouvoir négocier, parce que bien sûr ces clauses sont négociables, ce que vous entendez pouvoir négocier avec vos clients concernant les clauses de révision et les clauses de renégociation. Le point de vigilance peut-être, c'est d'abord de les rendre légitimes, d'expliquer en quoi et pourquoi pour vous votre manière de rédiger, en tout cas votre proposition de clause de révision et de renégociation est pertinente. Et finalement, en termes de pertinence et de légitimité, qui de mieux qu'un industriel qui connaît sa politique achat, ses sources d'achat, ses conditions d'achat, ses conditions de contractualisation avec ses fournisseurs en amont, s'il les exprime, les partage avec ses clients, peut légitimer les clauses qu'il propose, ce qui rendra d'autant plus difficile aux distributeurs clients de contester sans qu'à aucun moment il tente de soumettre son fournisseur à des obligations créant un déséquilibre significatif, de contester finalement la légitimité de ce que vous proposez. Donc plus vous travaillez et mieux vous travaillez ces clauses de révision dans vos CGV, et plus il y a de chances
que ces clauses de révision et de renégociation apparaissent dans les contrats que vous signerez avec les distributeurs et soient effectivement appliquées. Une des grandes difficultés qu'on a pu connaître, hein, c'est que un certain nombre de fournisseurs avaient bien négocié dans les contrats des clauses de révision automatique et des clauses de renégociation, mais elles n'étaient pas assez précises sur leur caractère d'application, ce qui fait quand il s'est agi de pouvoir les mettre en œuvre, c'était un petit peu compliqué. Donc, on vous conseille non seulement de les formaliser dans vos CGV, mais n'hésitez pas à mettre des exemples concrets. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand tel ou tel élément, paramètre va bouger et comment ça va s'appliquer concrètement? Et puis surtout, voilà, ça répond peut-être à la deuxième question aussi, question de capacité concrète à imposer au CGV. Non, peut-être pas la même chose, mais on verra. En tout cas, oui, soyez très concrets dans vos CGV. Prenez des exemples à la hausse et à la baisse, ça me paraît bien. Parce que n'oubliez pas que peut-être, sait-on jamais, un jour, les matières premières et les MPI, matières premières agricoles et matières premières industrielles, pourraient baisser. Et dans ce cas-là, les propositions que vous ferez de clauses de révision et de renégociation devront s'appliquer elles aussi à la baisse. Donc, c'est un bel exercice à faire dans vos CGV. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Nicolas. Non, 100% d'accord avec toi. On passe à la question suivante. Et du coup, sous quelle forme le montant de révision est intégré en pratique? Est-ce que c'est par rapport au nouveau tarif brut? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au principe de non-discrimination? Est-ce que c'est aussi par rapport au nouveau prix, convenu? Voilà, c'est comment concrètement la révision s'opère? Alors, pour ceux qui ont mené des renégociations en 2022, vous savez que ça a été un vrai sujet. En fait, quand vous regardez l'article sur la révision automatique 443.8, l'article sur la renégociation 441.8, il vous parle du prix. Voilà. Alors après, on a eu des discussions avec les enseignes, c'est quoi ce prix, mais nous, on considère que dans la loi, quand on parle de prix et qu'on ne parle pas d'un barème de prix, on parle du prix qui est le résultat. Donc nous, on considère que ce qui est modifié, c'est un prix. Normalement, si on suit la réglementation, j'ai un tarif de 100, j'ai par exemple un net facturé de 90. Si jamais je dois augmenter, sans doute le plus simple, c'est d'augmenter mon net facturé de 90, mais mon tarif de 100 ne devrait pas bouger. Il se trouve que pour un certain nombre d'industriels, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre une surcharge, donc une remise négative, parce que les systèmes n'ont pas été paramétrés pour ce faire, et que par ailleurs, il y a des distributeurs qui également considèrent que eux-mêmes, leur système ou leur volonté ou leur interprétation du texte fait que ça n'est pas un prix qui doit être bougé, mais un tarif. Voilà. On va avoir la même question si les clauses de révision automatique ou les clauses de renégociation bougent en 2023. Et donc, à un moment, c'est aussi quelque chose que vous pourriez affirmer, si vous pensez que c'est une problématique, que vous pourriez affirmer dans vos conditions générales de vente. Après, sur la question de la non-discrimination, ce qui nous a souvent été posé, c'est de dire, si jamais j'ai un distributeur pour lequel je passe mon tarif de 100 à 105 et que l'autre, je laisse mon tarif à 100, mais je mets une surcharge de 5, est-ce que c'est discriminatoire? Ce qu'on va regarder, c'est que finalement, ça va avoir exactement le même effet. C'est juste une question d'écriture, voilà, mais il n'y a pas d'effet particulier. Donc, s'il n'y a pas d'effet, considérer que le traitement de l'un plus que le traitement de l'autre serait discriminatoire, ça n'est pas le cas. Ce qui peut être le cas, c'est en revanche, si pour l'un, je mets par exemple plus 5 dans le tarif et l'autre, je mets plus 5 en 3 nets. Du coup, pas 5%, mais 5 en valeur absolue. Oui, là, évidemment, la hausse n'est pas la même et ça pourrait être discriminatoire si cette différence ne se justifie pas. Voilà. Et puis après, là, on a eu beaucoup de difficultés. Ça a été lié au système mis en place par le système de facturation des fournisseurs. Et là aussi, ça vaut le coup d'anticiper pour dire est-ce qu'il y a eu du développement qui a été fait? Est-ce que désormais on peut mettre une surcharge temporaire? Est-ce qu'on ne peut pas la mettre? Si on ne peut pas la mettre, on aura peut-être le même problème vis-à-vis des distributeurs qui voulaient une surcharge temporaire. Donc, du coup, comment on fait? Parce qu'ils pourraient nous bloquer en disant votre facture n'est pas conforme à la loi, donc je la refuse. Voilà. Et ça, faut travailler ça. Pour un contrat qui est conclu pour une année, quelle est la fréquence de révision à prévoir? Alors,
en fait, on a beaucoup de liberté dans la clause de révision automatique. On peut prévoir, je ne sais pas, qu'on va regarder cette clause de révision automatique le 1er juillet, mais on pourrait très bien dire qu'on va la regarder dès le 1er mars. Parce que, en fait, le prix que je vais négocier, il est sur la base de quoi? Pas sur la base de mes coûts en février, il est sur ma base des coûts quand j'ai établi mon tarif. Mais si ça a bougé entre le tarif et le moment où effectivement le contrat est conclu, bah, il y a peut-être une raison que ça s'applique assez tôt. Je peux aussi dire, mais en fait, il n'y a pas de fréquence. Je dis, voilà, à chaque fois que l'AMPA qui a été choisi, ou l'ensemble des MPA qui ont été choisis ont augmenté de 10 points par rapport à la dernière date, eh ben, je bouge. Donc, exemple, au moment où j'ai établi mon tarif, je dis l'indice de départ, c'est 100. Je me retrouve au 1er mars, au moment où s'applique l'accord, c'est tant est que s'applique dès le 1er mars, enfin, qui ne s'applique pas avant, je vois que c'est 108, pas de problème. Le 15 mars, c'est 110. Ah, jeu de la clause de révision automatique. Alors, est-ce que c'est juste le 15 mars? Est-ce que c'est la moyenne sur le dernier mois, sur les 2 derniers mois, sur les 3 derniers mois? Ça, c'est vous qui fixerez. Puis après, j'ai une nouvelle référence qui est 110. Ah, tiens, 2 mois après, je m'aperçois que c'est 95. Ah, ça a bougé à nouveau de 10%, puisque ça a baissé de plus de 11. Et puis voilà, donc on peut très bien aussi ne pas prévoir à l'avance des fréquences de révision, mais des pourcentages de variation qui feront qu'on fera jouer la clause de révision automatique. Alors attention, bien évidemment, à toute la complexité que ça entraîne. On sait qu'un encodage de tarifs, c'est compliqué. Donc si on en a 4 dans l'année, mais il y en a certains qui ont passé, alors c'est dans des produits très spécifiques, mais plus de 8 révisions dans l'année dernière, parce que ça le nécessitait. Voilà. Et la loi là-dessus laisse libre les parties de le fixer, entre elles. Et du coup, quelles sont les étapes à ne pas omettre pour pouvoir actualiser un prix en cours d'année si les matières premières augmentent de trop? Ce qu'on évoquait, c'est qu'en fait, il faut être très opérationnel sur ces éléments-là, sur ces clauses de révision automatique. Et vraiment, on conseille non seulement de proposer dans les CGV un processus très concret, calendarisé, très pragmatique des différentes étapes qu'il va falloir mettre en œuvre pour de la révision et ou pour de la renégociation. Et puis surtout de le négocier enseigne par enseigne. Ce qui pourrait être intéressant, et ce qu'il faut absolument faire avec chaque enseigne, c'est évoquer les cas de figure où, prenons les clauses de révision automatique, ou une clause de révision automatique, selon le processus qu'on est en train de négocier et qu'on s'apprête à formaliser et à valider ensemble, donc s'opérerait, voilà, je prends une hypothèse en juin. Prenons le cas très concret. En juin, je m'aperçois qu'il faut faire jouer cette clause de révision automatique. Concrètement, comment ça se passe dans votre enseigne? C'est-à-dire que cette clause de révision va à la hausse, par exemple, sur les prix. Concrètement, dans quel délai, moi je vous informe ou je donne l'information à qui, dans quel délai c'est appliqué, etc., de façon à bien cerner ça. Ce calendrier des opérations doit faire partie des engagements réciproques. Donc c'est important que dans vos contrats, ces éléments soient précisés. Et si ce n'est pas dans les contrats, ça doit faire l'objet de comptes rendus systématiques de vos négociations et ça sera annexé au contrat. On fera un petit confère dans les contrats pour dire, voilà, c'est cette manière-là qu'on est convenu et on va même au bout des choses, c'est-à-dire s'il y a besoin de connaître les différentes adresses mail, les contacts qu'il faut avoir pour que, de manière très effective, les révisions soient mises en œuvre dans les délais prévus. Les délais font partie du contrat. C'est pas, oui, on est d'accord, on fera la clause de révision le jour où on aura le temps. Non, non, les délais font partie du contrat et prévoir ce qui se passera si jamais les délais ne sont pas respectés, et notamment le fait que les commandes, du coup, ne seraient, par exemple, pas conformes. Les commandes n'étant plus conformes, on ne pourrait plus accueillir. Vous voyez, il y a tout un tas de processus comme ça. Il faut rentrer vraiment dans le détail, sinon on va encore être dans la galère l'année prochaine, et de toute façon, ça va être compliqué, mais on sera encore plus dans la galère pour faire appliquer ces clauses-là. Sur les délais que vous proposent les distributeurs, vous aurez peut-être remarqué que les délais d'application sont toujours plus longs quand il s'agit de faire augmenter les tarifs que quand il s'agit de les faire baisser. Je ne sais pas pourquoi, il y a un côté ruissellement, peut-être, je ne sais pas, newtonien chez les distributeurs. Donc, en fait, les délais doivent être les mêmes, que ce soit pour faire baisser des prix ou que ce soit pour les faire monter, bien sûr. Voilà. Une bonne question à poser à ces distributeurs.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Philippe, et peut-être une alerte pour tous ceux qui n'ont pas renégocié les prix en 2022. Faites une simulation de se dire, bon, allez, demain, j'ai la clause de révision automatique qui fonctionne. Déjà, je regarde celle que j'ai écrite dans les CGV éventuellement. J'ai mis un exemple, comme ça m'a forcé à voir si elle était réelle ou pas. OK, demain, ça arrive. Je fais quoi? J'écris au distributeur. OK. Ensuite, je modifie mes facturations. Dans quel délai? Dans quel délai j'ai besoin de prévoir le distributeur? C'est ça, hein. Et faites-vous cette simulation parce que je peux vous dire que l'année dernière, ceux qui ont été amenés à faire des révisions automatiques et des renégociations, moi, je me souviens de certains dossiers où le distributeur disait, mais attendez, je ne comprends pas, vous n'avez pas modifié vos factures, c'était le délai. Et en fait, l'industriel était coincé parce qu'il n'arrivait pas à modifier ses factures. Voilà, donc un vrai sujet à anticiper. Peut-être du coup notre dernier thème dans les quelques minutes qui nous restent. Ouais, sur le dernier thème, donc sur les pénalités logistiques. Comme vous le savez, les pénalités logistiques ont largement été encadrées par la loi Egalim 2, hein, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc voilà, on vous invite vraiment à prendre connaissance de l'article d'Egalim 2 qui concerne les pénalités logistiques et à le maîtriser parfaitement. Parce que voilà, on sait que ça ne viendra pas forcément des enseignes, même si elles vont être forcées du fait des contrôles de la DGCCRF de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi Egalim 2 concernant les pénalités. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, vraiment, la balle est dans votre camp. Voilà, pour forcer aussi les enseignes à se conformer aux nouvelles dispositions. Une des questions intéressantes, c'était de savoir si on peut inclure dans nos CGV le refus de recevoir des clients distributeurs des pénalités sur un taux de service non atteint ou encore des livraisons effectuées en retard ou avec des manquants. Ce qu'on trouve intéressant avec Philippe, c'est enfin, faut faire attention à ce sujet de pénalité parce que la pénalité, c'est quand même, et ça, je sais que ça va vous faire hurler, et particulièrement Miloud, mais c'est quand même au départ le fait d'assumer sa responsabilité. Le seul problème, c'est qu'il y a eu tellement d'abus que ce n'est plus du tout vu comme ça. Mais on sait que tous autant qu'on est, quand on conclut un contrat dont on attend qu'il soit exécuté à une date, on se dit tiens, ça pourrait être bien de prévoir des pénalités au sein de ce contrat parce que sinon, voilà, ça va être compliqué à exécuter. Les distributeurs ayant tellement abusé, y compris, et vous le savez à quel point l'ANIA s'est battue là-dessus pendant le premier confinement, que du coup, la réaction du législateur, elle a été extrêmement forte dans un sens inverse, avec une réglementation qui est la plus dure que l'on connaisse aujourd'hui sur les pénalités. Voilà, il n'y a pas d'autre secteur qui soit aussi durement réglementé. Après, le refus de recevoir, non, on ne refuse pas de recevoir des pénalités. De toute façon, à quoi ça servirait d'affirmer qu'on ne refuse de recevoir des pénalités parce qu'elles vont quand même être envoyées, mais plus exactement qu'elles doivent être conformes à la loi. Donc, si par exemple on dit on a un problème de taux de service, mais OK, mais le taux de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on a eu quoi? C'est un taux de service manquant, un taux de service ponctualité. Donc, on a eu des manquants, de la ponctualité. Les manquants ont donné quoi? Les manquants ont fait que j'attendais 200 palettes, j'en ai eu 180. OK, vous avez eu 180 palettes. Les 20 palettes manquantes, elles ont créé quoi? Elles ont créé de la rupture en linéaire, c'est-à-dire que vous avez manqué des ventes. Alors effectivement, là, le préjudice est sans doute assez élevé, ou ça a créé de la désorganisation. Vous, vous êtes organisé pour recevoir 200 palettes, vous en avez reçu que 180. OK, c'est quoi le préjudice? C'est quoi le préjudice précis? Est-ce que la personne qui devait, par exemple, décharger ces 20 palettes a été inoccupée pendant ce laps de temps, ou l'organisation de votre logistique ne permet absolument pas de le déterminer? Est-ce qu'ensuite ça a gêné la chaîne? Est-ce que vous avez été obligé de faire une livraison spécifique? C'est ça en fait. Alors ça peut être traité globalement, mais je trouve que plus que d'affirmer zéro pénalité, alors la période, et après, voilà, vous savez que les ministres ont appelé au moratoire. Moi, je trouve ça intéressant de dire, écoutez, la période est tellement compliquée, est-ce qu'on ne se concentrerait pas sur autre chose? Et je sais que c'est un des points de Miloud en disant, mais moi, si les gens qui gèrent les pénalités chez moi, elles géraient de l'efficacité logistique, du progrès logistique, franchement, on gagnerait tous plus. Et moi, je suis convaincu de ça, mais je pense qu'à travers les CGV, indépendamment de la pression que mettra l'ANIA sur effectivement un moratoire en disant c'est vraiment pas le moment de gérer ça parce qu'on a plein d'autres choses à faire et on est peut-être dans une crise qui est encore plus profonde que celle qu'on a pu connaître avec le Covid-19. Moi, dans mes CGV, je ne vais pas refuser, mais je vais dire en revanche,
faut qu'elle soit strictement conforme à la loi. Donc, prouvez-moi le manquement, prouvez-moi le préjudice. Et si c'est une rupture de stock en linéaire, prouvez-moi la valeur de ce préjudice. C'est quoi votre problème? OK, c'est de la perte de marge brute. Pourquoi pas? On peut en discuter, mais comment vous l'avez établi? Et toutes les pénalités des organisations, comment vous avez établi qu'un retard, ça serait 2% ou 3% ou 5 ou 40%? Voilà, comment vous l'avez établi et c'est quoi la réalité du préjudice? Voilà, donc plus que le refus de systématique intégré dans les CGV, c'est plutôt respecter la loi et c'est ça que finalement on peut demander à travers les CGV. Et là encore, ce n'est pas une recommandation de l'ANIA parce que c'est juste demander l'application de la loi, ce qui est tout à fait justifié. Et du coup, Nicolas, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industriels qui contestent les pénalités parce qu'elles ne sont pas émises, ou en tout cas conformément à la loi Egalim 2, mais on sait qu'il y a certains clients distributeurs qui sont champions des déductions d'office et qui déduisent en permanence et de manière automatique ces pénalités. Comment, là, une entreprise agit face à cette pratique qui pourtant est totalement interdite, hein. Une enseigne n'a absolument pas le droit de déduire d'office ces pénalités. Oui, alors je suis d'accord avec toi. Je mettrai un bémol, c'est que je pense que dire que, par exemple, il y a des distributeurs qui, pour tous les fournisseurs, font des déductions d'office, non. Et en fait, c'est peut-être aussi le niveau de pression que je suis prêt à mettre. Une déduction d'office, c'est quoi? C'est je devais vous payer 100, mais en fait, je vais vous payer 95. Pourquoi? Parce que j'estime que vous me devez 5 en pénalité. Vous n'êtes pas d'accord, mais j'estime que vous me devez 5. Si légitimement, on ne doit pas les 5, ça veut dire qu'on est payé d'une partie du prix. C'est un retard de paiement. Le retard de paiement, c'est l'inexécution principale. Quand on est distributeur, son obligation principale, c'est de payer le prix. Voilà. Et je n'exécute pas mon obligation principale. Moi, là, je ne donne aucune recommandation. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on dit, attendez, vous ne me payez pas le prix de mes produits, je ne vais pas continuer à vous livrer. Alors, je sais, c'est plus facile pour certaines entreprises que d'autres, mais c'est peut-être le niveau de pression qu'on est prêt à mettre en disant, ça va durer combien de temps? Tout ça, c'est un retard de paiement. Voilà. Et je pense que les enseignes sont prêts aussi à travailler. Si vous mettez une grosse pression, encore une fois, ça dépend de la taille. Est-ce qu'on est au national? Est-ce qu'on est au régional? Mais j'ai envie de dire, pour un industriel, c'est le pire qu'on puisse lui faire. Le pire qu'on puisse lui faire à un moment, c'est de ne pas le payer de ce qu'on lui doit. Parce que lui, toutes les charges, il va devoir les payer auprès de ses fournisseurs, auprès de ses salariés. Voilà. Et donc, c'est un moment de dire, bah, nous, voilà, on va être obligé de prendre des mesures de rétorsion. Encore une fois, si on en a la possibilité, d'alerter l'administration, parce que ça n'est pas tolérable, c'est sanctionné par la loi. Voilà. Et après, ça sera la capacité des uns et des autres, en fonction de leurs possibilités, de pousser les enseignes. Mais aujourd'hui, il y a des enseignes qui déduisaient beaucoup d'office, qui déduisent un peu moins. Et ce que dit la loi, c'est qu'elles ne devraient plus déduire d'office à aucun moment. Voilà. Et si elles veulent récupérer une pénalité, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent faire du contentieux. Voilà. Si je ne peux pas déduire d'office, et s'il y a quelqu'un qui en face me dit je ne vous dois pas ce montant-là, eh ben, la manière de le faire, c'est de faire du contentieux pour obtenir le paiement. Et à ce moment-là, on verra devant un juge si tout ça est conforme à Egalim 2. Peut-être juste sur un point là-dessus, je voulais attirer l'attention des participants sur le fait que sans doute le sujet pénalité va être un sujet important et que les contrats des distributeurs vont connaître des modifications substantielles, contrats type des distributeurs. Donc, je pense vraiment vous aurez intérêt à regarder de manière très précautionneuse toute la partie logistique chez les contrats de distributeurs cette année, plus que les autres années encore. Ouais, je suis d'accord avec toi, Philippe. Et puis, il faut faire attention aux périodes où on mêle en même temps de la négociation commerciale et du solde de pénalité. Voilà. Et à un moment, quand les deux se mêlent, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Donc, plutôt, on peut solder le sujet de ces pénalités. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça doit quand même être une attention, hein, parce que si on a un très gros solde de pénalités, quelquefois d'ailleurs, une partie qu'il serait légitime de ne pas payer, mais peut-être une partie qu'il serait légitime de payer parce que vraiment, là, on a commis une erreur et on ne peut pas toujours dire ah oui, mais ce n'est pas de ma faute, ah oui, mais je n'avais pas les matières premières, oui, peut-être j'aurais pu aussi sécuriser. Donc, essayer de voir comment faire en sorte de ne pas se retrouver avec ce gros montant de pénalité à traiter au moment de la négociation commerciale parce que assez naturellement, elle risque d'abîmer la négociation commerciale.
Ben, on est au bout des questions. Eh ben oui. Ben voilà. Vous voyez, de toute façon, on vous enverra les slides. Alors, hein, vous avez vu l'exercice que l'on a fait, c'était pas du tout de vouloir voilà, vous faire un schéma complet, mais vraiment répondre aux questions voilà, de la manière la plus efficace possible. Bien évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on organise les formations, parce que là, on couvre la totalité d'un sujet, on fait le tour de la totalité d'un sujet. En tout cas, il y a pas mal de formations. On a essayé, ça c'est des discussions qu'on a eues avec Marie, avec Philippe, avec Isabelle Lelamère qui dirige effectivement l'Institut de formation, d'essayer d'avoir des formations les plus proches possibles de vos préoccupations. N'hésitez pas, si jamais il y a des sujets sur lesquels vous estimez qu'il devrait y avoir des formations et qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est vraiment l'outil de l'ANIA, et c'est donc l'outil qui est au service des syndicats métiers et des ARIA et de leurs adhérents pour pouvoir être formés le plus efficacement possible et pouvoir maîtriser l'ensemble des éléments liés à la négociation. Quand on parle négo, mais bien évidemment, vous verrez dans le catalogue ANIA Formation qu'on parle de bien d'autres choses. Par exemple, je pense à d'autres sujets comme les allégations environnementales ou de la gestion de crise. Voilà, on traite de plein de sujets différents, mais là, on vous a remis tous les sujets autour de la négo d'ici la fin de l'année. Vous voyez qu'il y a beaucoup de formations, une partie en visio, et vous aurez tous les programmes voilà, en suivant où on établit tous ces éléments-là. Voilà, je vous remets le slide avec la totalité. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Un immense merci à Nicolas et Philippe pour leur intervention à ce webinaire, en effet, qu'on a souhaité le plus opérationnel possible. Je vous invite à vous inscrire à ces formations, et également en parallèle au niveau de l'ANIA. Voilà, vous le savez, on diffuse énormément de documents également d'accompagnement aux négociations commerciales, et notamment récemment un guide d'assistance au CGV qu'on a rédigé avec le cabinet de Nicolas. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter au niveau de l'ANIA. Je vous remercie à tous de vous être connectés nombreux, et je vous souhaite également beaucoup de courage pour cette période qui arrive. Voilà, les défis sont nombreux, et encore beaucoup d'incertitudes de tous les côtés, mais sachez qu'on est vraiment déterminés au niveau de l'ANIA pour vous défendre et vous représenter, vous accompagner au mieux. Donc voilà, nous restons évidemment disponibles, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci beaucoup à toi, Marie, pour l'incroyable travail que tu fais, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. C'est voilà, c'est énorme de réussir à mener tout ça. Puis merci voilà, pour ce temps de parole et tous les temps qu'on peut partager ensemble. Voilà, à très vite et bon courage à tous. Merci, à bientôt. Merci Marie. Merci beaucoup, au revoir.